Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et si c'était à refaire tous les jours, on referait ça pendant des années et des années avec Philippe David. Bonjour, merci d'être avec nous. Très heureux, vous savez, très bien, je me faisais une remarque. Vous savez qu'on est le 31 janvier. Oui, et le dernier jour du premier mois de l'année. Et ce premier mois en votre compagnie, en la compagnie des vraies voix, je ne l'ai pas vu passer tant je suis heureux de travailler avec vous. J'espère que c'est réciproque. Vous avez un truc à me demander, non ? Non, mais... moi, c'est totalement gratuit. D'accord, ok, très bien. Mais nous aussi, c'est pareil, on est très heureux. Ah bah ça fait du bien. Je m'attendais à ce que vous disiez le contraire. Non, moi je suis ce que dit Philippe Bilger. Il faut être surprenant. Absolument. Voilà. Mais c'est très vrai. Imprévisible. Imprévisible. Rien n'est plus ennuyeux que les discours qu'on se connaît à l'avance. Ouais, dont on sait la fin. Pression, là. Ouais. En tout cas, je suis aujourd'hui entourée de beaux gosses, sauf un. Oui, merci. Il fallait qu'elle dise une amabilité. J'adore Mais le regard. dans le doute. Allez, on vous souhaite la bienvenue. 0826 300 300, les vraies voix. Ça démarre jusqu'à 19h avec nos vraies voix du jour. On en parle dans un instant. Et au sommaire de cette émission, à 17h30, le ministre de l'Agriculture a annoncé ce matin sur Sud Radio, au micro de Jean-Jacques Bourdin, le quadruplement de l'aide d'urgence pour les viticulteurs à 80 millions d'euros. Le gouvernement déploie aussi une prime à l'arrachage de vignes à 150 millions d'euros. Marc Fesneau a aussi évoqué des mesures fiscales pour favoriser les transmissions d'exploitations agricoles, des allègements de charges et une simplification des normes. Alors parlons vrai, est-ce que les enjeux sont uniquement financiers, les agriculteurs disant qu'ils veulent pouvoir travailler plutôt qu'avoir des aides? Est-ce crédible de promettre une simplification des normes alors que c'est la France qui impose le plus de normes à nos agriculteurs, normes en sus de celles de Bruxelles? Vous êtes agriculteur, vous, qu'est-ce que vous attendez comme mesure? Les annonces de Marc Fesneau peuvent-elles calmer la colère des agriculteurs? Vous dites non à 95%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et on aura une réponse à cette question, bien entendu, avec Sylvie Collas, secrétaire nationale de la Confédération paysanne. Et puis, 8h30, le coup de projecteur des vraies voix. La barre des 1000 homicides ont été franchis en France l'année dernière, selon le service statistique du ministère de l'Intérieur. Comme en 2022, la plupart des crimes et délits ont continué leur progression en 2023. Plus 5% pour les homicides, plus 13% pour les tentatives d'homicide et plus 10% pour les viols et tentatives de viol. Alors parlons vrai, est-ce que ces chiffres ne sont pas un camouflet pour le garde des Sceaux qui disait que le sentiment d'insécurité relevait du fantasme? Est-ce que pour faire baisser l'insécurité, il faut plus de prévention, plus de répression ou les deux? Les statistiques montrent que l'insécurité monte, mais ressentez-vous, vous, la même chose dans votre quotidien? Pour vous, l'insécurité, c'est un sentiment, vous dites oui à 8%, une réalité oui à 92%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et pour partager en tout cas ce débat, Alain Bauer sera avec nous, professeur de criminologie et Centre national des arts et du métier, auteur de ce livre qui vient de sortir chez Fayard, Tu ne tueras point. On vous souhaite la bienvenue, les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et pour commenter cette actualité, comme tous les jours, Philippe Bilger est avec nous, président de l'Institut de la Parole. Est-ce que ces sujets vous plaisent, Philippe Bilger ? Oui, je me permettais allez-y. un petit peu d'ironie parce que la question m'intéresse beaucoup, la seconde notamment. Et puis on invite quelqu'un qui va nous dire non. Pas forcément. Pas sûr. Oui, mais d'une manière tellement il faut là. Peut-être sera-t-il surprenant. C'est la pluralité du débat. C'est ça, oui, la surprise. En tout cas, la question est très bien posée. Olivier d'Artigol, chroniqueur politique. Bonsoir Olivier. Bonsoir les vraies voix. Bienvenue Olivier d'Artigol. J'aime beaucoup vos SMS quand on joue au qui c'est qui l'a dit. Oui. Vous n'êtes pas là. Ça me fait rire. Oui, ça me fait rire. Vous avez gagné la dernière fois. Dans ma tête, j'ai gagné, j'étais 8 points. Allez. François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et ancien député, membre du groupe Modem. Comment ça va? Ça va bien. Bon, écoutez, on est ravis de vous accueillir avec ce numéro de téléphone, toujours le même. 0826 300 300. Et c'est Raphaël qui est avec nous aujourd'hui de Cachan. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Oui, bonsoir les vraies voix, bonsoir à tous. Et on est ravis de vous accueillir. On parle de quoi avec vous dans un instant Raphaël? Écoutez, 2 points de mesure par rapport à l'envoi de blindés contre nos agriculteurs. C'est vrai que ça fait beaucoup réagir. En attendant, le répondeur, vous laissez des messages. Merci, on les écoute. Oui, bonjour, c'est Catherine sur le bassin d'Arcachon. Je voulais donner un petit exemple. Il y a une société qui ne vend que des produits français, congelés, et donc lorsqu'on achète un produit chez eux, eh bien, il y a le prix d'achat chez l'agriculteur, la marge que se fait la société et le prix qu'on achète. Donc, ça peut vraiment
servir à d'autres sociétés. C'est une société bretonne. Je vous donne le nom, c'est Ecomiam. Donc, si c'est réalisable. Belle journée. Bonne journée, oui. Bonne ben, journée. voilà, comme quoi c'est possible. C'est pas obligatoire ce truc. Non, absolument pas. Non. Mais je trouve que c'est une bonne l'origine idée. des produits qui est obligatoire, mais le prix d'achat. Je trouve que c'est une très bonne idée. Formidable de faire la transparence totale sur le partage de la valeur ajoutée. Bah Qui oui. prend quoi? Comme quoi c'est possible. Oui. Oui. Oui, bah, hier on nous disait oui, c'est compliqué. Ça accentue la bureaucratie, non, un petit peu. Bah non, il suffit de mettre ça sur l'étiquette, c'est pas très compliqué. Hein. Non. Lorsque vous êtes propriétaire du magasin, vous partez moins en vacances, c'est tout. Hein. On n'a pas le choix. Donc, allez, retour au standard avec Raphaël de Cachan dans le Val-de-Marne. Raphaël, c'est blindé face aux agriculteurs. Pour vous, c'est 2 poids 2 mesures. Alors effectivement, c'est 2 poids 2 mesures. Pourquoi ? Parce qu'on ne se souvient pas, lors des émeutes du printemps dernier, que le ministre de l'Intérieur ait déployé un tel dispositif sur des populations qui cassaient des bâtiments publics, qui potentiellement dévalisaient des magasins aussi. Et les agriculteurs, bien qu'ils soient coutumiers de mettre du lisier devant les préfectures ou les trésoreries générales, ne sont pas dans une optique de cassage ou de vandalisme gratuit. Alors, il y a eu l'incendie de la MSA à Narbonne et il y a eu un objet explosif déposé à Carcassonne aussi. Faut le dire pour être objectif. Voilà, il y a effectivement des débordements, ça c'est certain. C'est regrettable, mais c'est pas le lot de la majorité des agriculteurs qui souhaitent effectivement revenir sur l'origine et l'évolution, par rapport à la PAC, qui a été dévoyée en fait. Et souvenez-vous que la PAC était la plus ancienne politique de la Communauté européenne, c'était d'accroître la productivité agricole, de stabiliser les marchés, d'assurer surtout un niveau de vie équitable à toute la population agricole, la sécurité dans les approvisionnements et la garantie d'assurer aux consommateurs des prix raisonnables. Donc tout ça a été dévoyé depuis bien trop longtemps, et on comprend aisément aujourd'hui pourquoi nos agriculteurs se soulèvent et le pays commence maintenant à être déficitaire dans sa capacité à produire des produits pour sa propre population. Donc ça interroge fortement. Et, Raphaël, bougez pas, on va faire réagir nos vraies voix avant de revenir à vous, Philippe. Si je comprends bien, Raphaël trouve qu'on est trop sévère avec les agriculteurs. Oui. On leur met les blindés, on l'a pas mis pour ceux qui pillaient les magasins à l'été. Ils n'avaient pas de tracteur non plus à l'époque, donc c'était plus difficile. Non, mais je trouve que la stratégie du maintien de l'ordre peut être discutée, mais je voudrais pas être trop long là-dessus. Peut-être que j'aurai l'occasion de le glisser tout à l'heure. Allez-y, dites-le. Non, je veux dire, je comprends bien, moi, les agriculteurs, quand ils ne dégradent pas, je suis à fond pour eux. Je soutiens, comme beaucoup de Français, leur cause, mais j'ai trouvé un peu étrange, trop contrasté, la stratégie du maintien de l'ordre de Gérald Darmanin. D'abord, longtemps, une absolue mansuétude, et puis maintenant, une sévérité qui apparaît choquante, parce qu'en réalité, elle succède à une impunité quasiment totale. Moi, je suis très très surpris. Enfin, surpris. Je comprends la logique. Mais sincèrement, l'image qui est véhiculée par le gouvernement et le ministre de l'Intérieur en particulier sur ce sujet est quand même assez problématique, parce que n'importe qui s'amuse à bloquer une autoroute, il est arrêté immédiatement, expulsé tout de suite. Voilà. Oui. Là, je peux comprendre les agriculteurs, mais là, ils bloquent les autoroutes, ils bloquent l'accès à Paris. Moi, j'arrive de Sarcelles et je peux vous dire que ça roule bien. Depuis 3 jours, l'autoroute 1. Vous voulez dire que si c'était la CGT, ce ne serait pas pareil. Voilà, mais la CGT, que des jeunes de banlieue s'amusent à bloquer l'autoroute, et vous allez voir comment ça va finir. Que des côtés. Il y en a qui l'ont fait pour tourner en clip de rap sur le périph'. Oui, mais comment ça mais ça a fini en scandale, c'était honteux. Voilà. Donc, les gilets jaunes, rappelez-vous les gilets jaunes. Voilà. Donc, ce 2 poids 2 mesures peut avoir un effet boomerang contre le gouvernement qui peut être très compliqué à l'avenir. On ne peut pas dire à ce stade que la réponse du ministre de l'Intérieur ait été une réponse teintée de très grande sévérité vis-à-vis du mouvement des agriculteurs. Bien au contraire, les propos publics qui ont été tenus dès le début ont été des propos d'une très grande bienveillance, presque même d'un quasi-soutien. Là où les choses peuvent se compliquer, c'est que le ministre a fixé des lignes rouges, Rungis, les paris et les métropoles régionales, les aéroports,
Et s'il y a un durcissement du mouvement, on verra en quoi cette stratégie du maintien de l'ordre peut passer ou pas. Merci en tout cas Raphaël, vous restez avec nous puisque jusqu'à 19h, vous allez jouer face à nos vraies voix du jour. Et Olivier d'Artigol. Commenter, bien sûr, qui remet sa place Eric en Ciotti. jeu. Je suis en train de m'exercer. Allez. Ah, c'est dommage, c'était 0 point. C'était pourtant la bonne réponse, Philippe. Voilà, absolument. Allez, 0826 300 300 dans un instant, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Alors, une nouvelle loi antiterroriste, bienvenue. Allez, les amis, on reste ensemble jusqu'à 19h et on vous souhaite la bienvenue. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix avec ce casting de rêve, envie de dire, de rêve. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, Olivier d'Artigol, chroniqueur politique, François Pupponi, ancien maire de Sarcelles et membre du groupe Modem, Philippe David. Et où est Félix le Mathieu, mais il n'y en a pas. C'est peut-être moi. C'est peut-être moi le cauchemar. Non, pas du tout. Ah, non. Et vous êtes une animatrice de rêve. Oh mon Dieu. Ah, vous avez reçu l'argent sur votre compte, ça se voit. Allez, 0826. Non, c'est pas encore arrivé. Le premier versement, justement. Allez, Félix Mathieu est avec nous. Bonsoir Félix. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, on parle de quoi? Des viticulteurs incités financièrement à arracher leurs vignes face à la baisse des ventes de vin rouge. De la Commission européenne qui assouplit cet après-midi la règle des 4% de terre en jachère pour les agriculteurs. Et puis de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques qui va accueillir finalement 300 000 personnes autour de la scène SEINE en juillet, et non plus 600 000 comme annoncé au début. Ah, ça va râler. C'est dans un instant. Tout de suite, le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous pensez qu'une nouvelle loi antiterroriste est bienvenue ou serait bienvenue, monsieur le procureur? Oui, j'ai décidé d'être un peu paresseux, si vous me le permettez. C'est une loi pour s'adapter à l'évolution d'une menace qu'on espère non réelle, bien sûr, à l'approche des Jeux Olympiques. Plusieurs mesures, je vais les lire. Attention, bien dans le micro, Philippe. Voilà, la première, renforcer les mesures pour les sortants de prison terroristes. La deuxième, répondre à la menace des mineurs terroristes. La troisième, évidente, protéger les Jeux Olympiques. La quatrième, faciliter le travail des services de renseignement. Étendre les motifs de dissolution des associations. Créer un délit de recel d'apologie de terrorisme. Et enfin, ne pas perdre la trace des terroristes. Tout ça... ce sont des orientations qui n'ont pas été encore suffisamment expliquées ou instrumentalisées dans les précédentes lois. Si c'est mis en application, et là il n'y a pas de raison, sur ce plan-là on y arrive, c'est quelque chose d'utile qui nous rassurera pour 2024. C'est étonnant, oui. Ça nous paraît tellement évident, non ? Oui, il n'y a rien dans cette liste qui choque, ou dont on se dit que ça pourrait faire l'objet d'une polémique, d'une dispute dans le débat public, nous verrons. J'ai fait exprès, je voulais créer un consensus. Oui, c'est quoi là, ce nouveau climat consensuel Je suis toujours très sceptique. Moi, je croyais naïvement, en ayant écouté beaucoup de ministres de l'Intérieur depuis des années nous expliquer que, bien entendu, ceux qui sortaient de prison étaient suivis. On l'a vu à la Tour Eiffel. Voilà, donc visiblement, il faut de nouveau légiférer. Moi, je me rappelle qu'en tant que député, j'avais été un des derniers à rencontrer Yvan Colonna, donc y compris la prise en compte des djihadistes les plus radicalisés au sein de la prison n'est pas forcément assurée dans des bonnes conditions non plus. Bon. Donc, je comprends la logique, mais on est quand même qu'on est confronté à une situation qui va nous exploser dans tous les sens du terme à la figure. C'est-à-dire les services de renseignement le disent. On peut voter une loi, par exemple, pour le suivi de ceux qui sont dehors, mais on n'en a pas les moyens. Ouais. Voilà. On va pas mettre un mec derrière chaque... Et on parlait des Jeux Olympiques. Si le ministre de l'Intérieur a décidé de baisser la jauge, on en parlera après, c'est parce qu'on n'est pas en capacité de contrôler tous les gens qui vont venir, les 300 000. Et donc on a un vrai sujet d'affirmation, de dureté dans les textes, et on peut le comprendre, mais l'application de ces textes reste quand même un vrai sujet. On y reviendra dans notre second débat, si vous permettez. Allez, tout de suite, les 3 mots dans l'actu avec Félix Mathieu.
Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu qui sont Félix. Arrachage, jachère et cérémonie. Le gouvernement débloque 150 millions d'euros pour inciter les viticulteurs à arracher des vignes. Annonce du ministre de l'Agriculture sur Sud Radio face à la baisse des ventes de vin rouge. La Commission européenne vient d'annoncer assouplir la règle de 4% de terre en jachère. Dérogation partielle, trop limitée, réagissent d'ores et déjà les syndicats agricoles européens. Et puis quand 300 000 spectateurs s'évaporent dans la Seine, la cérémonie d'ouverture des JO était annoncée à 600 000 spectateurs il y a 1 an et demi encore. Ça sera finalement 2 fois moins, indique donc le ministre de l'Intérieur. Les vraies voix Sud Radio. Le gouvernement met donc la main au portefeuille face aux difficultés des viticulteurs de la moitié sud du pays. Les aides d'urgence seront quadruplées à 80 millions d'euros. Les assureurs ne prennent pas en charge les aléas comme la maladie du mildiou. Mais le problème est plus profond. Le vin rouge se vend de moins en moins en France comme à l'export. D'où cette annonce du ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, ce matin sur Sud Radio. L'État va débloquer 150 millions d'euros pour inciter les viticulteurs à arracher des vignes, une sorte de prime à l'arrachage. Vous retirez du volume provisoirement, vous restructurez, ou vous retirez définitivement pour faire de la diversification agricole. Pour planter autre chose. Pour planter autre chose, ou vous arrachez temporairement le temps de restructurer, y compris qu'est-ce qu'on veut comme cépage. Vous voyez, c'est des choses qu'on déjà... bien sûr. Ça concerne, pour être précis, ça peut concerner jusqu'à 100 000 hectares de vignes. Je rappelle qu'il y a environ 700 000 hectares de vignes en France. Donc c'est absolument massif comme plan, parce qu'on a besoin de répondre au conjoncturel, mais on sait que le sujet de la consommation, c'est un sujet qui est devant nous, et je sais que les professionnels le savent. Jusqu'à 100 000 hectares, donc sur 700 000 tout de même. Le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, micro de Jean-Jacques Bourdin ce matin sur Sud Radio. On va en parler dans quelques instants d'ailleurs. Deuxième mot, jachère, Cécile. Oui, la Commission européenne annonce lâcher un peu de lest. Une partie des agriculteurs s'en prennent effectivement à cette règle européenne des 4% de terres arables à laisser en jachère. Eh bien, la Commission européenne annonce cet après-midi une dérogation partielle. Les agriculteurs pourraient y déroger dès cette année à condition d'atteindre 7% de cultures dites intermédiaires, c'est-à-dire des cultures qui fixent l'azote comme par exemple les lentilles ou bien les pois, et à condition aussi de ne pas utiliser de produits phytosanitaires. Eh bien justement, le ministre de l'Agriculture était à Bruxelles cet après-midi, et sur Sud Radio ce matin, Marc Fesneau disait bien espérer un tel assouplissement. Depuis le mois de septembre, nous avons travaillé, j'ai pris le lead d'une coalition de près de 22 pays européens sur 27, ce qui est quand même, me semble-t-il, assez signifiant. Pour dire quoi ? Pour dire à l'heure où on importe en Europe 40 millions de tonnes de céréales. 40 millions de tonnes. Pas en France. En France, nous sommes exportateurs. Mais 40 millions de tonnes. Se dire qu'on consacre l'idée qu'il faudrait qu'il y ait des terres totalement improductives, parce que la jachère, c'est totalement improductif, il y a quelque chose qui est curieux. On a fait une proposition à la Commission européenne qui vise à la fois à pouvoir remettre en culture, mais dans un cadre environnemental qui soit un cadre respectueux. L'idée, c'est quand même de tenir aussi sur la question de la rotation des cultures. La Commission européenne confirme donc cet assouplissement cet après-midi, mais ça intervient trop tardivement et de façon trop limitée, regrette déjà le COPA-COGECA, l'organisation des syndicats agricoles majoritaires dans l'Union européenne. Au-delà des jachères, elle réclamait notamment des dérogations sur d'autres sujets comme la rotation des cultures. Et puis, si on a une seconde, je n'y connais peut-être pas grand-chose, mais on donne partiellement satisfaction sur les jachères, mais j'ai l'impression qu'on leur propose une autre contrainte parfaitement. Alors ils sauront quoi faire, les agriculteurs, mais ça paraît un peu étrange. C'est un peu uburois. C'est l'une des 3 questions pour demain au sommet européen, avec la question de l'Ukraine, notamment sur les poulets et les céréales, ainsi que le Mercosur, bien sûr. Mais je suis étonné de voir en effet que ce qui est une annonce et qui pourrait avoir un effet waouh, est de suite entaché et abîmé par des normes qui tombent et qui peuvent donc complexifier plus encore une situation qui l'est déjà ô combien. Troisième mot, la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques n'accueillera pas autant de monde que prévu initialement. Et oui, plus on se rapproche du 26 juillet, plus ça se précise. Cette cérémonie navale est inédite avec des bateaux sur la Seine. Alors, on a beaucoup parlé des bouquinistes, des quais de Seine, vous savez, délogés pour l'occasion, à croire qu'ils étaient 300 000, car en termes de nombre de spectateurs annoncés pour l'occasion, on est passé de 600 000, il y a 1 an et demi encore, c'est ce qu'on disait, à moitié moins finalement, environ 300 000 personnes, a donc expliqué le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, c'était ce matin sur France 2. Il faudrait que j'ai une émission entière pour vous expliquer quelque chose qui n'existe pas depuis 3000 ans. Je vous rappelle que les Jeux Olympiques à Paris, c'est une fois tous les siècles. Et une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade, ça n'a jamais existé. Donc c'est une fois tous les 3000 ans. L'idée, c'est qu'il y a 100 000 personnes dans les quais bas, c'est-à-dire les quais qui vont regarder la cérémonie, c'est des billets payants. Il y a plus de 220 000 personnes sur les quais hauts, c'est-à-dire ceux qui vont s'approcher de la Seine. Et puis après, il y a tous ceux qui habitent
et qui vont pouvoir louer, faire des soirées le long de la Seine, qui va de Bercy jusqu'au Trocadéro, avec au Trocadéro un grand accueil de tous les chefs d'État, toutes les délégations. Et voilà, donc si on résume environ 300 000 spectateurs, mais sans compter tous les logements avec vue sur la Seine. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Marc Fesneau, on va revenir sur ces annonces ce matin sur Sud Radio. Plusieurs aides aux agriculteurs, dont une enveloppe de 80 millions aux viticulteurs. Avec cette question, Philippe, est-ce que les annonces de Marc Fesneau peuvent-elles calmer la colère finalement de nos agriculteurs? Oui, alors parlons vrai. Est-ce que les enjeux sont uniquement financiers, les agriculteurs disant qu'ils préfèrent travailler plutôt qu'avoir des aides? Est-ce crédible de promettre une simplification quand on rajoute des normes à Paris? En veux-tu, en voilà. Vous êtes agriculteurs, qu'est-ce que vous attendez comme mesure? À cette question, les annonces de Marc Fesneau peuvent-elles calmer la colère des agriculteurs? Vous dites non à 97%. On attend vos appels au 0826 300 300. Et on va en parler avec Sylvie Collas, secrétaire nationale de la Confédération Paysanne. Bonsoir, merci d'être en direct avec nous. Bonsoir. Peut-on se satisfaire, en tout cas, pouvez-vous vous satisfaire d'aides? Alors, dans les aides, qu'est-ce qu'on appelle des aides? Si c'est la PAC, on a bien vu que la PAC ne nous a pas satisfait puisqu'elle a broyé de très nombreux paysans, puisque depuis que la PAC existe, on a perdu plus d'1 million de paysans. On en parlera dans un instant, bien entendu avec nos éditorialistes du jour. On vous souhaite la bienvenue et on revient dans quelques minutes. Les vraies voix jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous et merci de votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux. On embrasse les Lyonnais et la région lyonnaise qui viennent d'arriver en tout cas sur la fréquence. Sinon, vous pouvez toujours nous écouter en DAB+, bien entendu. Avec nous, Olivier d'Artigol, François Pupponi et Philippe Bilger. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. J'invite le ministre qui est en poste depuis presque 2 ans à faire en sorte que ce qui s'est passé n'arrive pas. Les agriculteurs sont des gens sérieux, donc ce qu'ils attendent, c'est pas que je fasse des rodomontades, que je fasse un numéro médiatique, c'est que je travaille. Donc je travaille. C'est pas des mots, c'est des actes qu'on veut. C'est des réponses à nos demandes, mais des réponses effectives, pas des promesses, pas des concepts, pas des belles paroles. Moi j'attends surtout de lui qui nous apporte des réponses et au moment où on est, visiblement avec tout ce qu'il y a dans la rue, on n'est pas au niveau. On a commencé à produire des mesures de simplification, on continue à y travailler, j'y travaille encore avec mes équipes et les équipes d'autres ministères. On prendra le temps qu'il faut et en même temps on le fera. Et donc le ministre de l'Agriculture qui a annoncé ce matin le quadruplement de l'aide d'urgence pour les viticulteurs de 80 millions d'euros. Le gouvernement déploie donc aussi des primes à l'arrachage de vignes de 150 millions d'euros. Marc Fesneau a aussi évoqué des mesures fiscales pour favoriser les transmissions d'exploitations agricoles par exemple, ou l'allègement des charges ou encore la simplification des normes. Alors parlons vrai, est-ce que les enjeux sont uniquement financiers? Les agriculteurs nous disent on veut pas des aides, on veut pouvoir travailler dans des conditions de concurrence normales. Est-ce crédible de promettre des simplifications quand on augmente les normes année après année? Vous êtes agriculteurs, qu'attendez-vous comme mesure prioritaire du gouvernement? Les annonces de Marc Fesneau peuvent-elles calmer la colère des agriculteurs? Eh bien vous dites non à 97%. Et on accueille Sylvie Collas, secrétaire nationale de la Confédération Paysanne. On revient avec vous dans un instant, Sylvie Collas. Merci d'être avec nous, Philippe Bilger. Alors j'ai eu la chance ce matin de pouvoir assister à l'entretien de Marc Fesneau avec Jean-Jacques Bourdin et bien évidemment, il serait absurde de ma part de nier que ce qu'il affirme d'ailleurs comme une satisfaction seulement partielle de certaines demandes des paysans ne constitue pas un progrès, à condition qu'elle soit concrétisée. Il est évident que ça ne suffira pas aux agriculteurs. C'est pas avec ça qu'ils arrêteront de manifester. Et ce qui me frappe, c'est 2 points rapidement. Olivier a développé ailleurs quelque chose d'intéressant. Il y a d'une part la crise agricole elle-même qui pourra peut-être être corrigée par des mesures rapides, je l'espère. Et d'autre part, évidemment, il y a un mal-être, c'était son idée, qui est évidemment plus profond, qui relève d'un état d'âme morose et qui sera beaucoup plus difficilement réparé par un gouvernement. On ne répare pas facilement des états d'âme brisés. Mais le dernier élément, et je finis là-dessus, c'est que j'ai été frappé en entendant le ministre qu'à aucun moment il n'ait envie lui-même, sous l'influence du président, de renverser la table à l'Union européenne, ce
qui ne pourrait arriver d'ailleurs qu'en la quittant. Et ça, personne ne veut le faire. Je pense que, sincèrement, la difficulté pour le gouvernement, c'est que les demandes sont multiples, les revendications sont diverses selon les régions, le type d'agriculteur. Les viticulteurs, eux, ils demandaient de l'argent. Ils n'y arrivent plus, ils ont des problèmes de maladie, ils n'arrivent plus à écouler les stocks, donc là, il faut les sauver. Donc je pense que ce que fait le gouvernement, c'est des réponses ponctuelles, ciblées, secteur par secteur. Donc, en espérant qu'à la fin, en enlevant à chaque fois, là, j'écoutais les viticulteurs qui réagissaient, ils sont contents, parce que ça répond à leurs revendications à court terme. Et ils vont le faire, mais ça va prendre du temps, parce qu'il faut connaître par département, il faut connaître par activité, voilà, par syndicat, voilà. Donc ça va prendre plus de temps que d'habitude par rapport à un mouvement social différent. Moi, je pense que les viticulteurs, là, sont contents, mais qu'est-ce qu'on leur propose? Vous arrachez. Et après, vous replantez quoi? Oui, bonne question. Donc là, il y en a qui vont arracher, prendre de l'argent et arrêter. Et la terre va être en jachère, voilà. C'est ça. Mais ça, la technique de l'Europe de dire depuis des années, il y a trop de production, donc on vous demande d'arrêter, et même on vous empêche de développer votre activité, c'est ce qui a amené aussi les agriculteurs à dire vraiment, on n'y arrive plus, on peut plus se développer, donc on arrête. C'est ça. Olivier D'Artigol. J'ai souvenir d'enfance où mon grand-père plantait la vigne, et où à la fin de sa vie de paysan, on lui a demandé d'arracher des arbres fruitiers qui étaient magnifiques, mais il a fallu les arracher. Il y a une chose positive dans cette actualité difficile pour les agriculteurs, c'est qu'au moins les questions sont sur la table. Les questions du revenu paysan, les questions des traités de libre-échange, les questions des normes, qu'elles soient sanitaires, phytosanitaires, administratives. Les prix. Mais il y a l'autre dimension qui fait que les agriculteurs aujourd'hui ne savent pas si un avenir est possible et désirable pour eux. La grande loi d'orientation agricole qu'on nous avait promis n'est toujours pas sortie. Et l'addition de ces mesures, qui pour certaines sont justes, François vient de le dire sur la viticulture, l'addition de ces mesures qui peuvent répondre conjoncturellement à un segment de l'agriculture française ne répond pas à cette crainte existentielle, en effet. Et notre invité, Sylvie Collas, secrétaire nationale de la Confédération paysanne. Ces annonces, aujourd'hui, on disait il y a quelques instants avec vous, on ne peut pas forcément rester sur en tout cas des propositions d'argent et d'indemnisation. Est-ce que les propositions qui sont faites aujourd'hui peuvent vous convenir ? Bien sûr que tout ce qui est d'ordre conjoncturel, c'est-à-dire effectivement par rapport à la crise de la viticulture, on a la même crise par rapport à l'agriculture bio, bien sûr qu'on a besoin immédiatement, et aussi dans l'élevage. Moi je suis du Gers, où on a subi la grippe aviaire pendant 8 ans, où on a eu la MHE sur l'élevage bovin, et où bien sûr que les éleveurs attendent des aides et des indemnisations rapides suite à des crises pour lesquelles ils n'y sont pour rien, quand il s'agit de maladies, de questions climatiques, de tempêtes. On a vu dans la région du nord aussi de la France comment les cultures ont été détruites par des fortes tempêtes. Donc bien sûr qu'on a besoin d'un accompagnement conjoncturel. Mais maintenant, il est temps d'avoir un autre projet. Quand tous les paysans sont sur les territoires en train de manifester, et quels que soient, je dirais, les syndicats même, puisque il semble que les syndicats majoritaires sont un peu dépassés par la base, du moins leurs dirigeants, on voit bien qu'il y a un vrai malaise structurel, c'est-à-dire quel est le discours actuellement, combien d'agriculteurs on veut dans ce pays, quelle alimentation pour nos concitoyens, et à partir de là, on pourra dire effectivement notre agriculture doit s'orienter vers plus de qualité, plus de santé, plus de bien-être animal, plus bien sûr de bien-être paysan, plus de rémunération des paysans et un encadrement des marchés, notamment des importations, et la fin du libre-échange tel qu'il est pratiqué actuellement. Olivier D'Artigol. Oui, la question est posée. Quelle agriculture veut-on pour le futur? C'est 1,5 des actifs aujourd'hui. Il y a moins de 400 000 exploitations et 500 000 exploitants ou co-exploitants. Et ça chute tous les jours, c'est important de le dire. Il y a encore 40 ans, c'était 7% des actifs. Donc vraiment, la question, par-delà ce que l'actualité sur des mesures et l'actualité européenne, c'est que veut-on pour notre agriculture? Et à cela, je trouve qu'il y a une crise d'imaginaire dans les responsables politiques aujourd'hui pour faire le récit, pour dessiner cet avenir. François Pupponi, quelle agriculture et quelle aménagement du territoire, quelle France on veut? Parce que moi je suis originaire d'un petit village de Corse du Sud et je suis passionné par l'oléiculture et j'essaye d'aider des jeunes à s'installer. Et sincèrement, c'est les jeunes du village qui veulent vivre dans leur village, qui veulent pas quitter un village qui est en train de se désertifier. Mais on les aide pas, quoi.
J'essaie de leur monter les dossiers. Enfin, sincèrement, c'est un calvaire. Ils ne peuvent pas faire que ça. Ils ont de l'activité à côté. Ils font du démaquisage. Ils essaient de faire ce qui. Mais il y a pas. Alors il y a des aides financières, mais les structures. Enfin, il faut aussi que le monde agricole se re-questionne. Les chambres d'agriculture, l'ODARC, la MSA. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Mais c'est un calvaire. Ouais. Enfin, moi, j'essaye de les aider à monter les dossiers, mais je m'arrache les cheveux et j'ai le sentiment de savoir remplir des dossiers. Alors que t'as la technique, oui. Voilà. Bon. Et donc, la vraie question. Or, si ces jeunes-là, on les laisse là où ils sont, c'est de l'activité. On lutte contre les incendies, on crée de l'activité agricole, on démaquise les terrains, ils restent chez eux, ils embauchent. Voilà, il y a toute une logique derrière. Oui, c'est l'école du village qui peut rester ouverte. C'est l'école du village qui peut rester ouverte, le commerce, bref. Et on n'a pas le sentiment que les grosses structures agricoles sont dans cette logique d'aménagement du territoire. Est-ce que c'est à elles de le faire? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Philippe Bilger, j'aimerais poser à notre ami au téléphone et en même temps à mes amis chroniqueurs en face. J'apprends des choses, enfin je m'en doutais. Est-ce que le monde, Olivier parle des arbres fruitiers qu'on obligeait son grand-père à arracher. Là, on entend qu'il y a des terres qui n'auront plus le droit d'être exploitées. Mais dans quel monde vit-on pour que la tendance naturelle de l'être humain d'avancer, de progresser, d'accomplir et d'agir soit entravée? Est-ce qu'on aurait pu avoir un autre monde? C'est une question que je pose d'abord à notre ami. À Sylvie Collas, on l'écoute. Et à vous, éventuellement, qui vous y connaissez un peu. D'accord. Justement, Monsieur Fesneau, notre ministre, fait quand même est complètement dans la contradiction. À la fois, ils sont prêts à alléger, entre guillemets, toutes les normes environnementales, celles qui protégeaient la petite agriculture de qualité, celles qui protégeaient la santé des consommateurs, celles qui protégeaient nos environnements. C'est scandaleux parce que c'est un vrai mensonge, l'histoire des jachères et de dire qu'il y a 4%. Pourquoi il y a 4%? Parce qu'effectivement, les gens qui contestent ça, c'est ceux qui n'ont pas une haie, pas un bois, pas un bout d'herbe, tout est désherbé, nettoyé, productiviste. C'est les grandes plaines, les grandes régions de l'agriculture, alors que nous, dans le sud-ouest, moi je suis du Gers, mais nous les 4%, on n'a pas besoin de mettre des choses en prairie, parce qu'en fait c'est des compensations de zones écologiques pour permettre justement les insectes, l'anidation des oiseaux, tout ce qui est nécessaire à l'équilibre de notre environnement et qui contribue justement au bienfait de nos cultures et de nos productions. Nous, on n'a pas besoin d'implanter des prairies parce qu'on a les 4% de surface liés à nos bosquets dans les coteaux du Gers, liés à et c'est tout ça qui nous abrite des tempêtes dont on signale. Donc on voit bien qu'il y a des agricultures et que ceux qui actuellement font pression sur le ministre, c'est parce qu'ils ne veulent rien changer à ce modèle économique toujours plus productif, toujours plus économique, au détriment du nombre de paysans, au détriment des territoires ruraux qui n'ont pas les mêmes capacités que agronomiquement. Je rebondis. Voilà. Sylvie Collas, est-ce qu'il faut réguler l'accès aux terres ? Mais l'accès aux terres, tout à fait, il faut le réguler. Nous, on a toujours travaillé dans ce sens pour protéger le foncier, pour limiter l'agrandissement. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe dans l'agrandissement? Actuellement, nous, dans le Gers, on voit bien, ce qui s'agrandit, ce qui se négocie, c'est les bonnes terres. Et on va avoir des terres en friche, à l'abandon complètement. Et c'est toute la ruralité qui en pâtit. Parce que moi, je suis du Gers, c'est le premier département agricole de France. On ne fait rien d'autre. Comme je disais, nous, on va pas empêcher, bloquer une centrale d'achat. Il n'y en a pas dans le Gers. On va même pas fermer une autoroute. On n'a pas d'autoroute dans le Gers. C'est vrai. Donc, vous voyez, c'est vous dire. Donc, la seule nationale, c'est la 124 et la 20. Merci pour ce trait d'humour, Sylvie. On réagit beaucoup au 0826 300 300. Jean-François est agriculteur. Bonsoir Jean-François. Bonsoir les grandes de bois. Alors, vous en pensez quoi? Que c'est un pansement sur une jambe de bois? Mais tout à fait. Mais on en revient toujours au même problème. Aujourd'hui, l'agriculture, on a habitué les gens à avoir des primes. Nous, ce qu'on veut, c'est pas des primes. Ce qu'on veut, c'est des prix rémunérateurs. Quand vous avez sur un caddie de la ménagère basique, lambda, on va dire, qui fait 100 euros d'achat alimentaire. D'accord? Vous avez 6,50 € dans l'agriculture. Donc ça veut dire qu'il y a 93,50 € qui sont partis à l'ouest. Entre transformateurs et revendeurs. C'est pas normal. C'est pas normal. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est des prix rémunérateurs.
C'est tout. Donc là, on trouve un peu d'argent parce que les paysans sont en colère. Il faut surtout pas qu'ils rentrent à Paris. Alors surtout pas. Mais tant qu'on fout le bin dans le sud, c'est pas grave. Dès qu'on va vers Paris, il faut plus. Jean-François, vous êtes agriculteur. Il n'y a pas que les agriculteurs qui réagissent. Direction Limoges. Bonsoir, Benoît. Ils sont bouffis. Benoît. Oui. Oui, vous êtes sur Sud Radio, dans les vraies voix. On vous écoute. Vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Quel est votre avis alors sur la crise? Pour vous, il faut voir que c'est des promesses pour casser le mouvement, c'est ça? Ah oui, moi je vois ça comme ça, des promesses pour casser le mouvement, parce qu'on fait des propositions aux viticulteurs. Bon là, l'Europe a fait une proposition par rapport aux jachères. Mais au final, comme beaucoup de choses que promet le gouvernement, il ne tient pas vraiment. Il est beaucoup dans la love-langue, je trouve, le gouvernement. Et puis au final, ça règle pas le vrai problème qui est pourquoi on fait venir des produits chez nous avec des produits qui sont pas autorisés en France. Ah oui, c'est toujours les mêmes. Soit on veut une agriculture vertueuse, et je pense que les Français le sont. On a de très bons produits. C'est juste dommage qu'on l'envoie ailleurs et que nous, on doit se contenter de produits qui sont pas d'aussi bonne qualité. Voilà. Merci Benoît. Sylvie, vous êtes secrétaire national de la Confédération paysanne. On mélange Jean-François agriculteur qui dit on veut pas des primes, on veut pouvoir être rémunéré de notre travail. Et vous avez Benoît qui nous dit on importe des produits avec des produits qui sont produits avec des produits. Ça fait beaucoup de produits interdits en France. Moi, je me rappelle le cas de la banane bio qui venait d'Amérique du Sud, qualifié bio avec des produits interdits, strictement interdits, en Guadeloupe ou en Martinique, par exemple, où on produit de la banane. Est-ce que ça, c'est pas des choses qui sont urgentissimes à mettre sur la table? Mais bien sûr, c'est pour ça que nous, à la Confédération paysanne, nous sommes contre les accords de libre-échange et nous voulons que tout soit remis à plat. Il est grand temps d'arrêter cet ultralibéralisme où on a toujours quelqu'un qui va produire moins 10 ans, c'est-à-dire au moins cher, qui va toujours entrer en compétition avec les autres parce que les normes ne sont pas les mêmes, mais en même temps, c'est la planète qui en subit les conséquences. Il n'y a pas que nous, il y a les paysans de l'autre bout du monde qui sont comme nous, acculés à travailler dans des mauvaises conditions, à produire, à engager de la productivité, à détruire leurs forêts, à détruire leurs eaux pour produire plus de la canne à sucre, un tas de choses du libre-échange. Et certains pays qui n'ont même pas la capacité de nourrir leur population sont contraints de produire de la canne à sucre pour que nous, on ait des sodas sucrés de grandes entreprises multinationales dont le siège social est en France. Restez avec nous aussi. C'est scandaleux ce qui se passe. C'est la destruction même de l'humanité, de la vie du paysan, mais d'ici et d'ailleurs. Oui, restez avec nous, Sylvie Colas. François Pupponi, vous y croyez, ce coup de frein sur le libre-échange, vous? Bien sûr que non. Oui. Le mouvement... Et c'est l'idéologie de l'Europe. De l'Europe et du monde. Et du monde capitaliste. Aujourd'hui, toutes les frontières sont ouvertes. Et après, ça partait... Il y a des pays qui sont beaucoup plus protectionnistes que nous. L'Europe, c'est la zone la plus ouverte globalement. Mais ça partait, dans un premier temps, d'un bon sentiment aussi, qui était de dire, on va aider des pays en développement. On l'a tous eu, il fallait aller acheter des produits dans tel pays, parce que ça permettait de sauver les agriculteurs de ce pays. Voilà, on l'a tous fait, entre guillemets. Donc cette volonté, mais sauf qu'on a assumé, on ne veut pas assumer aujourd'hui, mais on a choisi délibérément de tuer nos agriculteurs, et de tuer notre agriculture. Ce qui arrive aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'une vraie volonté. Merci beaucoup, en tout cas, Sylvie Colas, d'avoir été avec nous, secrétaire nationale de la Confédération paysanne, bien entendu. Merci. Notre soutien éternel aux agriculteurs avec Philippe David et même Sud Radio. C'est quand même la radio des territoires, on le rappelle quand même. Merci en tout cas à nos auditeurs. Dans un instant, vous allez pouvoir jouer avec nous, Raphaël, de Cachan. Voilà, donc il vous reste à peu près 4 minutes pour lire tous les journaux du monde, pour tous les verbatims de nos politiques. Allez, on en parle dans un instant, ce sera le quiz de l'actu, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix. Ils ont une mémoire de cheval. Ils se souviennent de tout. Ils ont tout lu, ils ont tout regardé. Surtout Olivier d'Artigol. Nous y voilà. Sur ce siège magique. C'est le siège magique. Oui, vous êtes d'accord, Philippe Bilger? Totalement. Il se passe quelque chose sur ce siège. Tous les gagnants. Tu penses que je regarde? D'un côté pas. La tricherie, de l'autre la noblesse. Voilà, exactement. Merci, le vice et la vertu. Très juste, Olivier. Philippe Bilger est avec nous, Olivier d'Artigol et François Pupponi et Raphaël qui nous appelle de Cachan. Raphaël, vous êtes prêt à jouer face aux vraies voix? Tout à fait. Ah, j'aime bien ce ton un peu dynamique. Il est dangereux, lui. Il est au taquet. Allez, tout de suite le quiz de l'actu. Les
vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Et c'est une question qui l'a dit à un point sur le discours de politique générale de Gabriel Attal. J'ai entendu Gabriel Thatcher. Roussel. Non, c'est pas anglais. Roussel. Non, mais alors, on donne le point à Raphaël qui avait la bonne réponse. Ah, c'est bête. Ça y est, je me suis remis dans la... Ouais. J'avais plus la règle. Oui. Ça y est, je suis revenu. Là. He's back. À vous, Philippe. Qui c'est qui l'a dit à 2 points? Qui c'est qui l'a dit? Il y aura un bras de fer et la France fera le nécessaire pour que le Mercosur tel qu'il est ne soit pas signé. Raphaël. Là, c'est assez compliqué. Alors, une vraie voix. C'est Le Maire, non? Bonne réponse de Philippe Bilger. Bruno Le Maire, 2 points. Faut être plus rapide, mon cher Raphaël. Allez, question qui c'est qui l'a dit, c'est 3 points. Sortir des accords de libre-échange, c'est la mort de l'agriculture française. Raphaël. Marc Fesneau. Bonne réponse. Raphaël qui marque 3 points et qui prend la tête. C'était ce matin sur Sud Radio. Raphaël, je sais pas si vous regardez la télé en même temps, enfin les YouTube, mais Non, je n'ai pas la télévision, malheureusement. Ils ont les boules J'ai des sévères. livres. Ils sont dégoûtés. Un autre qui c'est qui l'a dit à 3 points, c'est du lourd. Qui c'est qui l'a dit? Cette musique d'agriculteurs pollueurs, ils n'en peuvent plus. Ça, c'est un écolo sans doute. Hein, donc, Non. Non. Langauchard, Raphaël? Bardella. Non. Attal. Non, c'est une femme. C'est une femme. Ministre. Ministre. Runacher, non? Vautrin. Bonne réponse, Catherine Vautrin. C'est Dati ou Vautrin. Il a été plus rapide. Vautrin, oui. Oui, là, c'était Raphaël, vous l'avez dit aussi? Raphaël l'avait dit. Non, Raphaël. Raphaël l'a pas dit. On avait la main, Raphaël. Raphaël l'avait dit, je crois. Raphaël, on a le droit de tricher, hein, c'est pas grave. Wow. Allez, qui c'est qui l'a dit, c'est 3 points. Les produits bio espagnols sont de faux produits bio. Raphaël. Alors ça peut être moi qui l'ai dit parce qu'effectivement c'est vrai. Mais là c'est pas vous. Là j'ai pas d'idée du tout. Les vraies voix. L'indice? Oui. Non, c'est une femme. Une femme, mais qui est quand même un peu retirée de la politique, mais qui a été une politique de premier plan. Marlène Schiappa. Non. Ancienne ministre de l'Environnement. Duflot. Ségolène. Oui, Ségolène Royal. 3 points pour François Pupponi qui ouvre le compteur. Ségolène Royal. Qui c'est qui l'a dit? Question à 3 points. Même au sein du Parlement, on voudrait faire de moi le symbole d'une caste privilégiée à combattre, à abattre. Raphaël. Bardella. Non, Oudéa. C'est moi. Oui, il a dit Oudéa. Non, il a été plus rapide. Non. 3 points à chacun. C'est pas satisfaisant. Vraiment. Mais c'est pas satisfaisant. Non, mais il a été plus rapide que vous, mais je vous mets 3 points. Non, c'est pas vrai, Philippe, c'est faux, c'est absolument faux. On fait quoi alors? Mais non, je vous le dis. J'écoute Cécile. C'est le moment le plus difficile de ma semaine ici, sur ces 10 minutes. Il y a un climat irrespirable. Non mais écoutez, on a le son. Oudéa. C'est Philippe Bilger. Allez. Alors là, c'est spécial, on l'a jamais fait. C'est à 1 point. Un qui c'est qui l'a chanté? Qui c'est qui l'a chanté à la tribune de l'Assemblée nationale la chanson d'Al Sylvestre? Non, tu n'as pas de nom. Ah, c'est pas à vous, c'est à Raphaël. Ouais. Raphaël. Donc, Rachida Dati. Non, Rousseau. Bonne réponse de c'est indiscutable. Sandrine Rousseau. 3 points, c'était un 3 points. On vous a laissé. Pas du tout, c'est un point. Pour chanter à l'Assemblée nationale. Allez, dernière question. Qui c'est qui l'a dit? Tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies, tu définis l'autorité. On t'apprend. Donc c'est à moi. Parce que je suis le seul qui le défend. Raphaël. Non, c'est Darmanin. Cécile. Là, c'est pas bon. Là, Cécile, il y a un gros problème. Mais non, c'est une hémiplégie. Tu ne vois que ce côté-là. Je l'avais dit en levant Tu as cru que tu l'as dit, mais tu l'as pas dit. Oh là là. Alors là, pour le coup, il n'a rien dit. Tu l'as pensé tellement fort que tu as oublié de le dire. Bon, les totos. Alors, Philippe Bilger avec 5 points. Moi, je suis dubitatif. Raphaël, 4 points. Olivier d'Artigol, 4 points. Et François Pupponi, 4 points. Le dernier, c'était pour le 1 point pour François Pupponi. Allez. C'est moi qui l'ai dit. Mais vous n'avez pas un droit de propriété sur Gabriel Attal, quand même. Moi, j'ai contacté la direction de Sud Radio. Allez, dans 10 minutes, le tour de table de l'actu. Un petit peu plus sérieusement avec Philippe Bilger, on parle de quoi? Il y a des gens qui poussaient des cyclistes dans les fossés.
avec... si vous êtes prêt à pousser d'Artigol dans le fossé. Allez, Olivier d'Artigol. Qui veut tuer le logement social? Voilà, avec François Pupponi. L'hypocrisie par rapport à la crise de l'agriculture. On en parle dans quelques instants. On vous accueille bien entendu au standard 0826 300 300 avec Aude. À tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Le retour des vraies voix avec Philippe David, bien entendu. Philippe Bilger est avec nous, François Pupponi, Olivier d'Artigol et vous au 0826 300 300 dans un instant. Avec vous, Félix Mathieu, coup de cœur, coup de gueule? Un peu des deux. Enfin, un coup de cœur pour les pompiers en tout cas, mais on va s'intéresser à un article du Canard du Canard enchaîné, un article qui pourrait faire du bruit dans les casernes. On en parle dans un instant. Et moi, j'en ai marre des procureurs de prise unique des réseaux sociaux qui accusent n'importe qui de n'importe quoi. Notamment des personnalités qui peuvent défendre une cause. La dernière en date, Karine Le Marchand, qui est accusée de récupérer la colère des agriculteurs. Pourquoi ? Parce qu'elle leur a apporté des croissants fabriqués avec du blé, du beurre produit par ces mêmes agriculteurs. Alors oui, on peut être une personnalité publique et aimer telle profession ou défendre telle cause sans avoir à être accusé de récupération. Et dans ce domaine, on ne peut pas accuser Karine Le Marchand de ne pas aimer les agriculteurs, elle qui les a mis sur le devant de la scène avec L'amour est dans le pré. Et même si je la connais pas personnellement, je le dis pour être très clair, je suis certain que son amour des paysans n'est pas fin, comme celui que nous avons avec Cécile et l'ensemble des animateurs de Sud Radio, quand nous allons faire des émissions au Salon de l'Agriculture. On y sera d'ailleurs dans quelques semaines. Alors soutien à Karine Le Marchand. Soutenir les agriculteurs, c'est ni de la récupération, ni une posture en ce qui la concerne. Comme disait Jules Renard, un paysan, c'est un tronc d'arbre qui se déplace. Alors marre des donneurs de leçons qui voient la paille dans l'œil d'autrui quand ils ne voient pas la poudre dans le leur. Et soutien tant à Karine Le Marchand que bien sûr à nos agriculteurs. Philippe Bilger. Je n'étais pas emballé à l'origine. J'ai suivi un peu cette affaire qui n'est pas objectivement très passionnante. Non. Mais finalement, Philippe m'a convaincu. Oui, voilà. Bravo. Olivier d'Artigol. Les réseaux sociaux, notamment X, sont le plus souvent un cloaque. Je pense aussi à Monsieur Bail, l'agriculteur bien sûr, qui a été lynché aussi. Qui a pris très cher d'une manière irrationnelle. Jérôme Bail. Bon, moi j'ai trouvé le geste de Karine Le Marchand plutôt positif. Mais bon, on ne peut plus prendre l'initiative sans que de suite après ça récupère. Le règne des réseaux sociaux pose un vrai sujet. Quoi. Il n'y a plus aucun recul. C'est vrai. Les gens se lâchent complètement. Il n'y a plus aucune mesure. Il n'y a plus de dialogue. Parce qu'en plus, on ne peut même pas répondre. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'on ne peut plus rien faire gratuitement. C'est-à-dire qu'on ne peut plus soutenir gratuitement des causes. Tout est jugé, analysé, critiqué. Et donc, ça devient... Alors, je pense qu'il faut s'en détacher un peu de ces réseaux. Parce que on a tous le défaut d'être quand même un peu connectés dessus, mais je pense que petit à petit, il faut prendre un peu de recul, parce que la vraie vie, c'est pas ça. Il faut aller chercher de l'info, ce qu'on fait tous, mais après, on n'est pas obligé de faire sur Twitter. Ce qui est important de savoir que les gens ne savent pas, c'est que Karine Le Marchand, c'est une écoute, une oreille des agriculteurs qui, quand ils ont des problèmes, ils appellent Karine, et ça peut durer des heures et des heures, elle passe des heures au téléphone. Alors, c'est peut-être pas grand-chose parmi tous les agriculteurs, mais c'est déjà un geste, et elle n'est pas obligée de le faire. Elle est animatrice, elle n'est pas obligée de passer son temps aussi à gérer des agriculteurs hors du temps. On peut se rappeler les excellentes émissions qu'elle faisait sur le plan politique, sur la personnalité des politiques. Ça, c'était fabuleux. Une ambition intime, c'est ça? Exactement. Je ne sais pas si c'est cette émission. Très précisément. Une ambition intime. Ambition intime, je crois que c'était ça. C'est bien. Merci beaucoup, mon cher Philippe. Tout de suite, Félix Mathieu, avec vous avez la parole. Oui, direction les casernes de pompiers aujourd'hui. Les pompiers qui ont un gros retard à l'allumage. Enfin, en tout cas, c'est le titre d'un article du Canard enchaîné en kiosque aujourd'hui. Depuis des années, le temps d'intervention aurait augmenté à désormais plus d'un quart d'heure en moyenne, nous dit le journal satirique qui cite un rapport de la Direction générale de la sécurité civile. Un quart d'heure en moyenne, 20 minutes dans la Creuse, une demi-heure pour le camion pompe anti-incendie dans les Bouches-du-Rhône. Le temps d'intervention le moins rapide d'Europe, dit même le Canard enchaîné, qui met en cause la fermeture d'un tiers des casernes françaises ces dernières décennies. On aurait désormais 5 fois moins de casernes qu'en Allemagne, environ 4 fois moins de pompiers par habitant. Alors, évidemment, on a eu envie ici de solliciter une réaction du porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers. Bonsoir, Éric Brocardi. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Est-ce que c'est vrai, tout simplement, selon vous, les pompiers ne peuvent plus couvrir le territoire aussi bien qu'avant ? Alors, je dois dire déjà une chose, c'est que le titre est assez décourageant pour ces femmes, ces hommes qui sont engagés pour porter secours auprès des autres.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on est soumis aujourd'hui à une exigence territoriale, à une exigence, on va dire, de l'augmentation de la démographie, qui permet aujourd'hui de tenter de maintenir notre niveau opérationnel de manière optimale. Mais cela, aujourd'hui, il faut savoir que depuis l'année dernière, donc en 2022, il a été recensé plus 6% des interventions en termes d'activité opérationnelle. C'est près de 5 millions d'interventions qui ont été effectuées en 2022. C'est près de 13 600 interventions par jour, soit une intervention toutes les 6,3 secondes. Ce qui est quand même énorme, qui repose uniquement sur 254 000 hommes et femmes du quotidien qui ont décidé de s'investir. Donc, je suis pas content, effectivement, de montrer ce titre et d'évoquer ce titre-là, mais ce qui doit être expliqué, ce sont les mots à l'intérieur de l'activité des sapeurs-pompiers, c'est ces difficultés. Déjà, d'une part, le fait que parmi toutes ces interventions, est-ce que tout révèle de l'urgence aujourd'hui? Non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes des supplétifs de ce qu'on appelle la chaîne de secours médical ou la chaîne d'assistance aux personnes qui ont des malaises, qui ont besoin à un moment donné que le service public soit aux côtés d'eux. Quand je dis service public, j'englobe tout le monde, parce que c'est l'ensemble de la chaîne des secours bleu, blanc ou rouge qui est aujourd'hui en souffrance par rapport à cela. Et ce maillage territorial, comme vous l'évoquez, par rapport à cette situation-là, évidemment, même si on peut s'orgueillir d'avoir 6100 casernes de secours à travers la France, ce n'est pas suffisant parce que la démographie, elle a changé. Et on le sait depuis le Covid, notamment avec une répartition de la population qui s'est fait de manière beaucoup plus étendue sur l'ensemble du territoire national. Donc oui, et Cécile Dominique y a participé, nous avons besoin aujourd'hui d'une vraie campagne de communication pour continuer à engager du sapeur-pompier professionnel comme volontaire. Un petit mot peut-être de vous en tant que maire, François. Moi je suis très très étonné de l'article, parce que j'étais maire pendant 20 ans et sincèrement les pompiers font un travail exceptionnel. Et le problème, ils sont appelés maintenant pour tout et n'importe quoi. Parfois, ils se mettent en danger. Ils se font taper dessus, crier dessus, on leur tire des pierres. Enfin, c'est surréaliste. Bon, et ils font ce qu'on appelait avant de la police secours. C'est-à-dire que dès que quelqu'un a un bobo, ils appellent les pompiers. Dès qu'on s'engueule avec sa compagne ou son copain, on appelle les pompiers. Enfin, et ils interviennent tout le temps. Ils sont exceptionnels. Leur vraie en plus, il y a quand même un maillage territorial avec ce qu'on appelle les SDIS, les services départementaux d'incendie et de secours, qui sont financés, La vraie difficulté qu'ils ont, et c'est que la France change entre les zones rurales, les métropoles, les autres territoires. Et deuxièmement, il y a un problème de recruter des sapeurs-pompiers volontaires. Même s'ils font un travail exceptionnel, on les prend très jeunes. Donc oui, il faut qu'ils parfois réinventent un peu leur manière de recruter. Mais sincèrement, s'il y a bien un métier qu'on doit saluer, c'est celui-là. Absolument. Et moi, je vous incite à vous engager. Vous savez qu'il y a encore une campagne de recrutement. Allez voir dans les casernes et faites le test. Et peut-être que vous pourriez embrasser ce métier. Merci beaucoup, Éric Brocardi. Et on soutient nos pompiers. Le signe d'une fracture fondamentale dans la société, c'est le premier jour où des pompiers ont été attaqués. Absolument. Ouais. En tout cas, on vous soutient. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Éric Brocardi, qui est un peu le porte-parole des pompiers de France. On vous embrasse tous les pompiers pour nous, un par un. Et vous pouvez passer une bonne soirée. Allez, restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix avec Philippe Bilger. On parle de quoi ? Alors, 2 voyous, on peut le dire, poussaient des cyclistes dans les fossés. Avec vous, Olivier d'Artigol. Une crainte sur l'avenir du logement social. Et avec vous, François Pupponi. L'hypocrisie par rapport à la crise de l'agriculture. Allez, on y va. On fait une petite pause et on revient dans un instant. Les Vraies Voix, et merci de votre fidélité. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix avec nous, Philippe Bilger, comme tous les jours qu'on est ravis d'accueillir. C'est un peu le patron, j'arrête pas de le dire. Je suis ravi d'être là. Je sais. François Pupponi, on est ravis aussi. Olivier d'Artigol, ça dépend des fois. C'est pendant qui c'est qui l'a dit, on sait pas trop. Mais là, pour l'instant, il est bien, sauf durant 5 minutes. Oui, c'est ça. Il perd le contrôle de lui-même. Allez, tout de suite, le tour de table de l'actu des Vraies Voix. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine ? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée ? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Et c'est sur les pousseurs de cyclistes que vous voulez faire votre tour de table, Philippe Bilger. Oui, alors je reste dans mon registre annoncé avant-hier, c'est-à-dire des événements ou admirables, modestes, ou alors qui révèlent un tréfonds un peu malfaisant de certains en France. Là, ces 2 jeunes complètement idiots. Ils n'ont pas une malfaisance réfléchie. N'empêche que dans une région de Haute-Garonne,
piétonne. Pendant des mois, ils se sont amusés à pousser les cyclistes qu'ils croisaient en voiture. Ils s'approchaient d'eux et les poussaient dans le fossé. Et parfois, ils faisaient même pire, ils jetaient des choses sur eux, à tel point que les gens se donnaient le mot, n'allaient plus dans cette région, ce quartier, cette route. Et heureusement, grâce à des références informatiques, on a pu les identifier et ils vont passer devant un tribunal. Ils ne prendront pas énormément, mais tout de même que l'idée germe dans deux têtes de faire ça. Bon, et il faut bien sûr trouver de quoi s'occuper dans la vie, mais il y a d'autres comme disait Einstein, jeux. La bêtise humaine est infinie, contrairement peut-être à l'univers, mais j'ai pas de preuves. J'ai pas de preuves. N'allez pas éveiller des vocations. Si la bande a été identifiée, tant mieux. Moi, je fais du vélo avec des amis et sincèrement, je suis effaré devant la bêtise d'un certain nombre de conducteurs. Ils vous doublent à toute vitesse. Ils vous serrent. On a l'impression qu'on les... Alors, attention, on a l'impression qu'on les gêne. Voilà. Ils serrent, ils se rabattent très vite. Donc voilà, la bêtise n'a pas de limite. C'est pas vrai dans les campagnes, j'ai l'impression. Si, tout de même, parce que nous, enfin... Non, je fais pas de vélo en ville, parce que là, pour le coup, c'est trop dangereux. Même donc dans les campagnes, alors Oui. Alors qu'en général, on admire ces groupes pas tout le monde. De gens d'un... Pas tout le monde. J'allais dire d'un certain âge, c'est ça que vous alliez dire. En fait, j'adore Philippe parce que ces gens d'un certain... Bon, allez, je le dirai demain. Voilà. C'est pas grave. Olivier d'Artigol, Gabriel Attal qui s'attaque à la loi SRU. Nous vivons une crise du logement très importante. Vous en parlez régulièrement sur les ondes de Sud Radio en essayant de faire venir les acteurs qui sont pleins aussi de solutions d'alternatives. Absolument. Mais il y a eu une annonce hier dans la déclaration politique générale concernant la loi SRU que connaît très bien François, qui consiste à intégrer, je vais essayer de pas trop être technique, des logements intermédiaires dans l'objectif des 25% de logement social. Alors il y a aujourd'hui une baisse de livraison, d'agrément des logements sociaux. Il y a une baisse continue depuis 2018. Nous en sommes l'année dernière à 82 000 sur un objectif de 110 000. C'est le plus bas chiffre depuis 2005. Donc on voit très bien que là il y a une énorme hémorragie. Donc ce n'est peut-être pas le moment le plus, j'ai envie de dire, opportun que de permettre à des communes qui sont aujourd'hui, qui ne sont pas à 25%, qui sont par exemple à 10%, de se dire, bon mais très bien, on va faire du logement intermédiaire. Sauf que pour les 2,6 millions de personnes qui sont dans l'attente d'un logement social, il n'y a que 3% d'entre elles dont les revenus leur permettent d'accéder, d'être éligibles au logement intermédiaire. Donc ça peut être terrible pour le logement social. On ne se l'explique pas alors qu'il a une formule importante concernant ce dossier-là. Je comprends pas ce qu'ils veulent faire, ou alors c'est pour les classes moyennes. Non, moi je suis effaré. Moi je suis effaré. C'est un sujet que je connais bien. Oui, on rappelle que François Pupponi était l'ancien patron de l'ANRU. Ce que fait actuellement le Premier ministre, je ne sais pas d'où il sort ça. Je vais avoir un débat avec lui pour qu'il m'explique, parce que sincèrement, c'est de dire. On va favoriser, parce que ces villes qui n'ont pas beaucoup de logements sociaux, on leur dit aujourd'hui, on va leur dire demain, si vous construisez du logement qui n'est pas du logement social, c'est comme si vous avez construit du logement social. Bon, bien entendu qu'ils vont se précipiter pour construire du logement intermédiaire, et pas du social. Ou du standing. Le LLI, c'est du standing. Ouais. C'est plus cher que le logement social. C'est du locatif, mais c'est plus cher que le logement social. Donc, bien entendu qu'ils vont se précipiter pour faire du logement intermédiaire pour les classes moyennes hautes. Oui. Mais ils seront plus sanctionnés de ne pas avoir de logement social. Donc c'est la porte ouverte à l'absence de mixité. Alors ça peut relancer un peu la construction, parce que ces communes vont se précipiter pour ce logement intermédiaire. Voilà. Mais ça veut dire qu'on va continuer à faire du logement très social chez les pauvres, là où il y a beaucoup de logements sociaux. Voilà. Et donc on va aggraver le ghetto. Mais en même temps, c'est très précisément ça. Est-ce que s'il n'y avait pas ces logements intermédiaires, est-ce que ça aurait conduit ces municipalités à développer les logements sociaux? Elles payent des pénalités. Oui, sinon l'État prend la main. Tu as aussi moi j'ai des communes où l'État dit, puisque vous ne construisez pas de logements sociaux, c'est le préfet qui accorde les permis de construire. Le maire a été dépossédé du permis de construire. Tu as des élus, Philippe, qui préfèrent payer les pénalités, qui en font parfois même un argument électoral. Alors il peut y avoir des problèmes de foncier, mais
en effet, quand le préfet fait la démonstration que l'élu donc essaye de passer, de ne pas respecter la loi, il peut être sanctionné. Juste pour une ville comme Neuilly, ce serait pas intelligent de faire des logements intermédiaires? Oui, Philippe, si tu fais des logements intermédiaires à Neuilly, toutes les classes, tu vas mettre des gens d'un certain niveau encore à Neuilly. Oui. Et les gens qui sont en difficulté, il faut les enlever des quartiers ghettoisés pour les mettre, pour partager un peu la difficulté. Si tu ne mets que des logements intermédiaires à Neuilly, tu n'auras pas de logement social et tu continueras à mettre du logement social à Sarcelles, à Aubervilliers. Parce que les logements intermédiaires, ça n'a rien à voir avec les logements sociaux. Encore une fois, c'est haut de gamme. Ce chiffre, Philippe, sur les 2,6 millions de personnes qui attendent un logement social, sauf 3% d'entre elles ont des revenus qui leur permettent d'être éligibles au logement intermédiaire. Ah oui, d'accord. C'est un vrai problème. C'est du haut de gamme. C'est du locatif privé haut de gamme. Il y avait aussi une possibilité de transformer des bureaux vacants, justement, là, il annonce, en logement social. Il fait un effet d'annonce sur la réquisition des logements vacants, notamment des bureaux. Non, mais nous verrons. Bon, on a voté la loi Allure il y a quelques années, on l'avait déjà dit. Sauf que techniquement, c'est là où la France est un peu schizophrène. On dit... On peut transformer les bureaux en logements, mais on dit un logement, il doit faire telle taille, telle hauteur. Et souvent, les bureaux n'ont pas les normes, les hauteurs. On dit, on peut pas en faire des logements. Il faut changer la norme. Change la norme, voilà. Voilà, donc, et le problème est là, transformer un immeuble de bureau en logement, c'est extrêmement compliqué. Pas techniquement, on peut le faire. Mais pour répondre aux normes de ce que doit être un logement aujourd'hui, édicté par le gouvernement, c'est pas. Juste un point, parce que c'est important. Qu'est-ce qu'on va faire de la défense? On n'a jamais aussi peu construit, aussi peu construit de logements sociaux. Sauf que le gouvernement a fait ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy en 2008 en disant à la Caisse des dépôts et Action Logement, achetez aux promoteurs des logements pour en faire des logements sociaux. Les promoteurs ont proposé 130 000 logements à la construction, donc permis accordé. Bien sûr. La Caisse des dépôts et Action Logement n'accepte d'en financer que 30 000. Donc on pourrait construire 130 000 logements et pour des raisons que je ne comprends pas, on ne limite qu'à 30 000. C'est vrai. Donc on a une espèce de discours contradictoire. On n'aime pas l'idée de logement social, quoi. En fait, la France... Quand les personnes nous interpellent, que ce soit à Paris ou à Pau, elles me parlent prioritairement du logement, du coût du logement. Allez, vous restez avec nous, François Pupponi, avec vous dans un instant. On parle de quoi ? L'hypocrisie par rapport à ce qui arrive à l'agriculture, parce que tout ce qui arrive a été pensé, réfléchi et voulu. On en parle dans un instant. Merci de votre fidélité. Les vraies voix jusqu'à 19h, 0826 300 300, vous êtes les bienvenus. Ça, c'est 7h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec Philippe David, on est très content de vous retrouver tous les jours de 17h à 19h avec des vraies voix différentes tous les jours. Philippe Bilger, bien sûr, qui reste avec nous. Ça, en tout cas, ça permute, mais toujours des vraies voix qui ont des choses à dire. Le tour de table de l'actu de nos vraies voix de notre ami, j'allais dire Florent Pupponi, n'importe quoi, François Pupponi. Oui, moi je voulais parler d'hypocrisie, parce que ce qui arrive au monde agricole, ça a été pensé, voulu, assumé. On n'est pas passé de plus d'1,5 million d'agriculteurs à 400 000 comme ça du jour au lendemain par hasard. On n'a pas mis des normes pour les empêcher de se développer par hasard. On a voulu une agriculture avec des grandes infrastructures et la mort des petits agriculteurs. Et donc maintenant, quand j'entends tout le monde qui le résultat est là, en tout cas. Les agriculteurs, on les aime beaucoup. Oui, fallait pas les tuer, c'est tout. Voilà. Et moi, je veux pas leur dire trop fortement, mais je pense que la messe est dite. Moi, pour connaître un peu, pour plein de raisons familiales, le monde rural, il y a des villages qui n'existent plus, où il y avait 30, 40 agriculteurs il y a 40 ans, il n'y en a plus que 2. Voilà, et encore 2 en mauvais état. Et les jeunes n'arrivent pas à reprendre les structures. Donc on a mis fin à un monde, à une France, mais volontairement. Donc au moins arrêtons cette hypocrisie en faisant croire aux agriculteurs qu'on va les sauver. On va peut-être en sauver certains, mais sincèrement, je pense que le sens de l'histoire ne va pas vers le bon. Et François, il y avait une phrase de Rocard que j'aimais beaucoup il y a des années, je l'ai relue récemment, il disait « Il ne faut pas croire qu'il y a du complotisme, pardon ma chère Cécile, c'est parfois de la connerie humaine. » Est-ce que vous diriez il y a à la fois du choix, le choix politique. Le libéralisme de l'Europe, c'est un choix politique. Le libre-échange, c'est un choix politique. Décider que les petites infrastructures agricoles ne sont pas ce qu'il faut pour demain pour produire et de choisir des grandes structures, c'est un choix politique. Et si vous rajoutez à ça la connerie, ça fait un cocktail d'étonnant. Olivier d'Artigol. Je suis totalement d'accord sur l'idée que tout ça est le résultat d'une politique. C'est la vérité. Et on parlait
des agriculteurs lors du salon de l'agriculture et sur des émissions aussi. Moi, j'ai vécu vraiment à l'échelle familiale quelque chose de terrible parce que c'était une belle propriété. Mon grand-père achète le premier tracteur avec une récolte de poires. Et donc il laisse son cheval qui s'appelait César. Mais à la fin de sa vie, mon arrière-grand-mère qui avait 90 ans, elle suit la machine à vendanger. Les premières, elle le tabassait terriblement les rangs des vignes. Et cette pauvre femme suivait la machine en récoltant ce que la machine oubliait pour dire, vous voyez, ça va pas, le travail n'est pas bien fait. Cette génération, 2 générations, a vécu une révolution qu'on s'imagine pas. C'est clair. Mais qui nous a fait basculer d'exploitation familiale, et petite, d'une économie circulaire, d'une entraide entre agriculteurs et villageois, d'un circuit court, à une mondialisation, à un libre échangisme sur lequel ils ne pouvaient pas survivre. Et on le sait depuis un peu longtemps. Alors est-ce que la messe est dite? Je suis très attentif sur les barrages à l'expression des jeunes qui ont suivi l'enseignement agricole, qui est un enseignement de très grande qualité dans notre pays, qui vont vers des bacs pro, des BTS, et quand ils s'expriment au micro, ont véritablement beaucoup d'énergie, beaucoup de niaque, comme on dit dans le Sud-Ouest, pour essayer de relever le défi. Et quand vous dites libre-échangisme de Olivier d'Artigol, non, je plaisante, c'était pour détendre un peu l'atmosphère. Et François Pupponi, forcément, le Covid nous a fait réfléchir à toutes ces prises de décision. Non, parce on est revenu, on s'est dit qu'il fallait retrouver une souveraineté alimentaire. Parce qu'on critique beaucoup la PAC, qui a une part de responsabilité et qui a permis aussi à l'agriculture de survivre depuis toutes ces années. Mais il faut que le monde agricole se réinvente aussi. Parce que toutes les structures dont je parlais tout à l'heure, les chambres d'agriculture, l'ODARC, la MSA, toutes les structures du monde agricole, c'est aussi le monde de l'entre-soi. Chérie, non mais ils arrivent à se partager des subventions, à faire en sorte. Et aujourd'hui, c'est le semi-feuille qu'il faut. Semi-feuille. Donc aujourd'hui, il faut réinventer l'aménagement du territoire. Permettre à des jeunes agriculteurs de s'installer, pas seulement pour vivre de leur agriculture, il faut qu'ils en vivent, mais pour aménager le territoire, développer, garder des champs, etc. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On paye ensuite des entreprises qui font du démaquisage. Et qui nettoient, parce que y a plus d'agriculteurs. Enfin, on marche sur la tête. Non, mais ce qu'il y a de fou, c'est que quand on voit ce qui se passe, on se dit qu'il y a que les grands propriétaires céréaliers dans la Beauce et dans la Limagne qui vont survivre, parce que quand vous avez les fermes du Midwest, du Canada, du Canada, ils vont très bien vivre, mais les autres vont tous crever. Il faut pas que l'Ukraine rentre dans l'Europe. Parce que même eux vont souffrir. Avec l'Ukraine, c'est la fin de nos céréaliers, là, oui. Eux, ils ont cru longtemps qu'ils allaient être les seuls à survivre, mais là, avec l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, c'est vrai. Ça, c'est clair. Bon courage. Allez, merci beaucoup François Pupponi. Vous restez avec nous à suivre un autre sujet, l'insécurité en France. Selon les services statistiques du ministère de l'Intérieur, les crimes et délits ont augmenté en 2023, Philippe. Oui, alors parlons vrai. Est-ce que ces chiffres ne sont pas un camouflet pour le garde des Sceaux qui disait que le sentiment d'insécurité relevait du fantasme? Pour faire baisser l'insécurité, qu'est-ce que vous pensez qu'il faut? Plus de prévention, plus de répression ou les deux? Les statistiques montrent que l'insécurité monte, mais ressentez-vous, vous, la même chose au quotidien? Appelez-nous au 0826 300 300. Et à cette question, pour vous, l'insécurité, c'est un sentiment, une réalité? C'est une réalité pour 94% d'entre vous sur Twitter. Et nous accueillons Alain Bauer, qui est professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers et auteur de ce livre qui vient de sortir. Tu ne tueras point chez Fayard. Bonsoir Alain Bauer. Petite question avant la pub, est-ce que le crime est un phénomène inévitable dans notre société? Le crime, c'est la vie et c'est la mort. La question, elle est plutôt, est-ce que la violence est un phénomène inévitable dans la relation sociale au-delà de l'activité criminelle? Et la réponse? Ça dépend. Quand l'État est là, la violence recule. Quand l'État recule, la violence avance. La nature a horreur du vide. Allez, on en parle dans un instant. 0826 300 300. Vous voulez bien entendu commenter. Vous êtes les bienvenus. Les Vraies Voix Sud Radio jusqu'à 19h. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les Vraies Voix tous les jours du lundi au vendredi, c'est un peu le commerce de proximité, hein, Philippe, c'est ça? Oui, forcément, vous venez comme vous êtes, vous poussez la porte, vous arrivez, 0826 300 300, et vous débattez avec nos Vraies Voix du jour, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et François Pupponi. Tout de suite, le coup de projecteur des Vraies Voix. Les Vraies Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. On est quand même dans un pays où on peut mourir parce qu'on est policier, parce qu'on est professeur, parce qu'on prend un verre sur une terrasse. Moi j'ai l'impression que ça a toujours été comme ça. Étant une femme qui prend le métro tous les jours, je suis assez souvent confrontée à ce genre de choses. Ce qui m'inquiète, c'est pas cette insécurité, c'est l'inquiétude qu'elle génère, et c'est plus ce sentiment d'insécurité qui m'inquiète que
un véritable danger qu'on courrait à se promener aujourd'hui en France. L'insécurité, ce n'est pas un ressenti. C'est une réalité vécue. Je trouve ça complètement hallucinant qu'on utilise encore ce terme de sentiment d'insécurité. Dans ce cas-là, pourquoi on manque de places de prison ? Et donc la barre des 1000 homicides a été franchie en France l'année dernière selon le service statistique du ministère de l'Intérieur. Comme en 2022, la plupart des crimes et délits ont continué leur progression en 2023. Plus de 5% pour les homicides, 13% pour les tentatives d'homicide et 10% pour les viols et les tentatives de viol. Alors parlons vrai, est-ce que ces chiffres sont un camouflet pour le garde des Sceaux qui disait que le sentiment d'insécurité et pas l'insécurité relevait du fantasme? Pour faire baisser l'insécurité, qu'est-ce que vous voulez? Plus de prévention, plus de répression ou les deux? Les statistiques montrent que l'insécurité monte, mais vous, qu'est-ce que vous ressentez? Venez en débattre avec nous. Et pour vous, l'insécurité, c'est un sentiment pour 6%, une réalité pour 94% d'entre vous sur Twitter. Et notre invité, Alain Bauer, professeur de criminologie au Centre national des arts et métiers et auteur de ce livre qui vient de sortir, Tu ne tueras point. Bonsoir, monsieur le professeur. Philippe Bilger, sentiment d'insécurité ou insécurité tout court? Alors, j'ai conscience que je vais un peu forcer le trait parce qu'on n'a pas tous les jours la chance d'être approuvé ou contredit par Alain Bauer. Mais d'abord, mon cher Philippe, Éric Dupond-Moretti ne dirait plus cette phrase aujourd'hui parce que j'éprouve une grande volupté intellectuelle à voir le garde des Sceaux avoir radicalement endossé une casaque qui est contradictoire totalement avec l'avocat que j'ai connu. Mais plus sérieusement et forçant le trait, je le confirme, je suis frappé de voir à quel point une bonne volonté régalienne, on ne peut tout de même pas dire que Gérald Darmanin et même le président de la République, avec sa facette de gauche, sont complètement imperméables à la volonté de lutter contre l'insécurité. Et pourtant, vos chiffres le démontrent, elle augmente considérablement et sur un mode grave. Et je me demande au fond, et c'est là où je vais au bout d'une pensée que je crois provocatrice, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas admettre un beau jour que ça n'est pas la société qui crée le crime et le délit, mais c'est l'humain qui le perpètre. Autrement dit, une certaine minorité est complètement imperméable aux règles de la protection sociale et régalienne. Et je me demande si ça n'est pas fatalement une entreprise vouée admirablement à l'échec. Olivier d'Artigol. Il m'arrive assez régulièrement de participer à des débats où le climat monte très vite dans les tours et où nous ne pouvons malheureusement pas toujours prendre, j'ai envie de dire, la complexité et la nuance sur l'étude du réel. Et Alain Bauer est quelqu'un qui nous permet de penser ces questions-là. Moi, ce qui me préoccupe sur la dernière période, on ne peut pas dire que le législateur n'ait pas été à l'offensive. On nous avait dit que, rappelez-vous, à Beauvau, Nicolas Sarkozy avait tué le job. Or là, nous avons de fait un ministre de l'Intérieur qui est mobilisé. Moi, j'aimerais savoir auprès d'Alain Bauer qu'on ait un peu un regard sur ce qui marche, en quoi certaines politiques publiques sont efficientes, efficaces, et quels sont les trous dans la raquette, quels sont les sujets qui sont préoccupants. François Pupponi. Oui, non, je crois que le ministre de l'Intérieur fait vraiment ce qu'il peut. Je trouve que c'est un bon ministre de l'Intérieur. Ça n'a pas été le cas du premier mandat d'Emmanuel Macron, qui a comme eu des grosses difficultés avec ses ministres successifs. Lui, il fait le job. Après, il fait le job avec les moyens qui sont là. Dans une société, mais je pense qu'Alain Bauer le dira beaucoup mieux que moi, qui est en train de se métamorphoser dans le rapport, les rapports sociaux et les rapports individuels entre nos concitoyens. Donc les choses sont extrêmement compliquées, et là aussi, les solutions, on voit à peu près quelles peuvent être, mais ça va mettre du temps à être mis en œuvre, parce que c'est pas que des moyens policiers, c'est aussi toute une prise en compte des premières dérives des relations sociales que nous connaissons. Alain Bauer, pour répondre à notre trio de vraies voix, Philippe Bilger, Olivier d'Artigol et François Pupponi, dans l'ordre. Alors d'abord, je les salue tous les trois, et je profite de ce dernier jour pour leur souhaiter une excellente année aussi vivace et déterminée que d'habitude sur vos antennes et d'autres où je les côtoie de temps en temps. Deuxièmement, pour dire que en France, l'État a fait une promesse unique quasiment dans le monde, c'est qu'il a construit la nation en lui promettant tout. Les nations partout ailleurs ont construit des États, en France, l'État a construit la nation.
Cette promesse, c'est celle de la protection. La protection des institutions, la protection des frontières, la protection de la monnaie, tardivement la protection contre le crime. Il a fallu attendre l'intervention contre les duels pour que cette question soit enfin prise en compte au niveau de l'État central. Et cet État s'est retiré à partir des années 70-80 pour des raisons diverses qui sont beaucoup plus culturelles que structurelles. En fait, l'homicide en France, hors période de guerre, dont on va considérer que c'est un élément perturbateur dans la statistique, était de 150 homicides pour 100 000 habitants il y a 5 siècles et il est tombé à 2, moins de 2. Mais depuis 20 ans, inexorablement, imperceptiblement et avec des accélérations radicales, dont celle de cette année, l'homicide a remplacé le reste. Pourquoi je prends l'homicide? Parce que c'est le seul indicateur fiable qui existe dans notre outil statistique. Tous les autres sont soumis à des variations saisonnières qui s'appellent la production législative. Et mesdames et messieurs les parlementaires ou anciens parlementaires, vous produisez énormément. Donc vous perturbez l'outil statistique. Nous, l'homicide, je prends le tu ne tueras point qui est un commandement, mais il est assez commun à peu près tout le monde, est un élément qui a toujours été précisément réprimé. Et depuis François Ier, à qui je rends hommage aujourd'hui, nous avons un état civil qui nous permet de savoir qu'on est, notre identité, notre état civil, et puis la manière dont on meurt. Et donc nous savons que nous avons civilisé la violence et le crime pendant quasiment 5 siècles, hors guerre. Et tout d'un coup, au moment où nous avons retiré les institutions, l'État et le concept d'autorité, au moment où nous avons considéré qu'il n'y avait plus besoin de services sociaux, plus besoin d'instituteurs, plus besoin d'instruction publique. Et les mots ont un sens. Quand l'instruction publique devient l'éducation nationale, nous ne vendons plus le même produit. Ça n'est pas une question d'emballage. Quand la sécurité publique et la sûreté générale inversent leurs priorités, quand tous ces éléments arrivent, quand on croit que c'est la fin de la guerre, qu'il n'y aura plus jamais d'épidémie, que nous devons déstructurer et l'hôpital et l'armée, qu'il ne nous reste et que les policiers ne servent à rien et que ça coûte cher, eh bien nous créons un espace, un appel d'air naturel, quand en plus le système judiciaire est en embolie. Alors, je ne parle pas seulement du nombre de magistrats ou de la culture qui est celle d'une partie de la magistrature sur ce qu'on peut appeler le remords colonial, faut leur donner une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une 70e chance, qu'il faut pas agir trop vite, qu'il faut pas avoir des mesures immédiates, qu'on est dans l'alternative à tout, l'alternative aux poursuites, l'alternative aux peines, la non-application des peines. Bref, quand un système judiciaire devient en embolie et que du coup il réagit, mais il réagit, car on n'a jamais eu autant de personnes dans les prisons aussi jeunes et pour des peines aussi longues et pour des cas aussi graves. On n'est pas dans le laxisme, on est dans une embolie lente. Et donc, la nature ayant horreur du vide, la violence revient comme un élément de régulation de la vie. En fait, c'est plus facile de mettre une baffe que d'attendre une médiation ou une conciliation ou une intervention judiciaire. Et donc, tous les acteurs de ce qu'on appelle la chaîne pénale, et qui devrait être plutôt l'outil pénal, parce qu'on n'est pas enchaîné, sont dans une situation aujourd'hui perdue. Tous ceux qui interviennent considèrent que le rapport de force avec l'État, ce que l'État a inventé lui-même, on le voit avec les agriculteurs, mais on l'a vu avec les pêcheurs, on le voit avec les étudiants régulièrement, l'État ne sait pas négocier dans le calme. Il demande du rapport de force, de l'affrontement. Et à ce moment-là, il dit « Ah, c'est grave, je vais enfin faire ce que j'aurais dû faire avant. » Voilà, ce cumul d'événements a inversé une tendance, et pour la première fois, non seulement on a 1000 homicides, c'est la première fois depuis quasiment 20 ans, on était à 1400, on est tombé à 700, on est remonté à 1000, c'est une mauvaise nouvelle, mais vous avez un deuxième événement qui n'était pas très visible parce que, y compris le service statistique du ministère de l'Intérieur est un peu ennuyé avec ça, c'est les tentatives d'homicide. Ce que j'appelle les homicidités, on a eu l'occasion d'en discuter avec monsieur Bilger il y a quelques mois, il trouvait que le terme était un peu créatif. En fait, les tentatives d'homicide, c'est des homicides ratés. On était à moins de 2000 il y a 20 ans, on a passé le cap des 5000 tout cumulé cette année. Cette progression est une explosion. C'est pas simplement une modification, une augmentation. Tout d'un coup, et notamment après les attentats de 2015-2016, la volonté de tuer est devenue un moteur de l'augmentation de la violence. Et si vous rajoutez ce que vous avez dit tout à l'heure, les coups et blessures volontaires, vous comprenez ce qu'est la nature du problème. Mais si l'État cesse de se retirer et s'il revient, mécaniquement parlant, vous avez d'abord un phénomène de confrontation, une augmentation de température,
c'est normal. Et ensuite, vous avez un retrait de ce qui est le pire de la violence homicide, parce que c'est l'histoire de la relation glaive-bouclier ou du crime et de la police. Allez, Philippe Bilger. Alain Boer, si j'ai évidemment votre point de vue est toujours extrêmement pertinent, mais j'ai l'impression que votre humanisme cherche à tout prix à trouver de la cohérence dans des actes sauvages. Je veux dire par là, par exemple, quand vous parlez de la gifle, vous dites qu'aujourd'hui elle est devenue un peu un phénomène de régulation parce que l'État a disparu. Est-ce que vous ne croyez pas au contraire que la décivilisation, la sauvagerie peu à peu qui s'installe, fait de la gifle un mouvement naturel qui remplace tout ce que la justice apportait avant? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas des natures structurellement malfaisantes qui échappent? Non, j'ai jamais cru à cette logique lombrosienne niée par l'ensemble de la science, la vraie science. Elle n'est pas majoritaire, hein, mais elle existe. Non, elle a disparu, y compris par l'incapacité Alain Brozo à défendre son propre point de vue de congrès international de criminologie en congrès international de criminologie. Un de vos collègues a longuement travaillé sur les évolutions des congrès internationaux de criminologie, montrant que Lombroso, n'arrivant plus à justifier quoi que ce soit, expliquait que tout était dans tout et réciproquement. Non, il n'y a pas d'homme né criminel. Il y a des malades, parce que dans le passage à l'acte, vous le savez bien, cher Philippe Bilger, vous avez le besoin, l'envie et le plaisir. Le plaisir est la nature humaine qui pousse à une pulsion irrésistible au viol et à l'assassinat, et cette catégorie-là est extrêmement minoritaire et très faible, c'est celle qui est irrépressible, mais ça, c'est les 600 que nous avions il y a quelques années. Les 1000 que nous avons cette année et les 5000 avec les tentatives d'homicide, c'est le fait de dire la violence est en fait beaucoup plus efficace que quoi que ça d'autre. C'est un mécanisme rationnel et pas une pulsion irrationnelle. Allez, on part au standard. Il faut prendre en compte les deux réalités. Allez, merci Alain Bauer. Restez avec nous. Hein. David qui nous appelle de Toulouse. Bonsoir David. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Bonsoir à Monsieur Bauer. Oui, donc j'écoute avec attention Monsieur Bauer, et lorsqu'on passe après Monsieur Bauer, c'est compliqué de pouvoir parler. Non, vous inquiétez pas. Non, donc moi simplement ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le milieu de la sécurité privée, donc avec une approche un peu différente. Je suis aussi formateur dedans, donc je regarde de très près les chiffres, et les chiffres sont significatifs, mais ils datent pas de cette année. Monsieur Bauer parlait de 2015, et depuis 2015, on a une augmentation chaque année. Alors effectivement pas des homicides ou autres, mais deux autres crimes et délits, pardon. Mais par contre, il y a une chose qu'on ne retrouve pas dans les statistiques, mais qui revient un peu à ce que disaient Monsieur Bauer et Monsieur Bilger, c'est l'ensauvagement de la société, et ce qui n'est pas pris en compte, c'est les innombrables cas d'incivilité, ce qu'on va appeler de l'incivilité, c'est-à-dire de la simple insulte jusqu'aux violences volontaires, qui tous les jours touchent nos concitoyens. Absolument. En moyenne, enfin, moi, les sociétés pour lesquelles je travaille et pour lesquelles j'interviens, c'est plusieurs dizaines, voire centaines d'incivilités par jour. Donc, ça part de l'insulte à l'insulte raciale, parfois coups et blessures, parce que les gens sont désinhibés. Derrière, il n'y a pas de danger pour eux, en fait. La police n'intervient même plus sur les incivilités. Donc, il faut vraiment qu'il y ait un crime pour qu'ils interviennent. Et donc, ça permet aux gens de se désinhiber, et l'ensauvagement est présent, quoi. Restez avec nous, David. Olivier d'Artigol. Est-ce que sur les homicides et l'homicidité, nous avons des outils statistiques à l'échelle des démocraties occidentales pour voir comment les choses se passent ailleurs, et dans ce panorama, est-ce que des pays obtiennent des résultats? Alors d'abord, la plupart des pays disposent d'outils fédéralisés et décentralisés. Ils n'ont pas une police d'État qui sait tout, qui fait tout et qui pense tout, parce que c'était la promesse de l'État. Je rappelle que jusqu'au maréchal Pétain, tout était local en France, ou quasiment. C'est une police qui a été créée par une volonté de tout contrôler, et du fait de l'histoire, il a été impossible de revenir au statu quo ante. La décentralisation a atteint les années 90. C'est d'ailleurs Jean-Pierre Chevènement qui a réhabilité les polices municipales d'une manière assez étrange, mais en fait très cohérente du point de vue de sa propre histoire politique. Non, on a des événements où il y a eu une forte dégradation, par exemple, entre 2020 et 2023 aux États-Unis, mais un rétablissement remarquable. Moi, je travaille beaucoup avec la police de New York, plutôt sur l'antiterrorisme, et du coup, on regarde tout, vous savez, on se limite pas à son couloir de nage, et donc on sent bien qu'il y a des modifications et des interactions tout à fait considérables qui influent
sur l'activité criminelle, nonobstant la nature de l'auteur. Merci beaucoup Alain Boer, professeur de criminologie au Conservatoire national des arts et métiers, auteur de Tu ne tueras point, ouvrage qui vient de sortir chez Fayard. Merci à vous. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup François Pupponi, merci Olivier d'Artigol. Vous restez avec nous dans un instant, on va vous parler de l'espace, de la Lune, de météorites, peut-être de l'avenir de l'espace, ou peut-être que ce qui nous permettra de nous chauffer. Absolument, parce qu'il y aura peut-être bientôt des matières premières prises dans l'espace ou sur la Lune qui serviront dans le monde, et on va absolument, d'ici 30 ans à peu près, et c'est absolument extraordinaire. On va apprendre plein de choses ce soir. Avec des astrophysiciens, et en tout cas, ça va être une émission passionnante. Allez, à tout de suite.